Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire un gros point sur BTC, contexte, analyse technique fondamentale et sentiment. Gros point que j'espère ne pas être trop long et ce qui pourrait nous donner le temps de faire Avalanche également, une analyse complète sur Avalanche aussi. Donc on ne perd pas de temps, on passe en partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement, bien évidemment. Si jamais vous aimez ce contenu, vous pouvez mettre un like, activer la cloche des notifications et vous abonner, tout ça dans l'ordre. Et du coup, c'est le seul moyen que vous ayez de me rendre l'appareil, puisque tout ce contenu est gratuit. Je fais une vidéo quasiment tous les jours, et donc du coup, n'hésitez surtout pas à faire ça. Désolé un petit peu pour le son, j'ai changé d'endroit, donc du coup, il se trouve que peut-être que la pièce est un peu vide, etc., que ça va peut-être sonner un petit peu différemment, vous allez entendre mes bruits de souris, etc. Mais bon, c'est pas grave, la vidéo est là quand même. Donc du coup, on passe sur l'action de prix sur BTC. Vous voyez ici correction, pour l'instant qui se fait en 3 vagues, en tout cas de ce qu'on peut en voir. Ici A, B, C, vous voyez. On avait parlé hier éventuellement d'aller chercher les 1,618 ici, le niveau de Fibo, et vous voyez qu'on est à peu près en train de tutoyer ce niveau-là. J'ai déjà hier, comment dire, fait une vidéo un petit peu sur peut-être que ça serait un moment peut-être d'investir un petit peu sur BTC. Et idem ici, vous voyez qu'on tutoie à peu près le ratio doré, donc les 0,618 sur la totalité de cette hausse-là. En termes d'analyse de prix, bah, rien de plus spécial à ça. J'ai rajouté cette petite ligne de tendance ici sur laquelle on est en train de faire du ski là, bah, pour voir si on s'en écarte un petit peu. À un moment donné, ça donnera peut-être un signal qu'on sort un petit peu de cette pattern ici à la descente. Le marché est en train de pricer bien évidemment deux choses. Le marché est en train de pricer d'abord, comment dire, la crise du secteur, on va dire, enfin, pas la crise du secteur, mais la potentielle invasion de l'Ukraine par la Russie, en tout cas tout cette espèce de jeu d'échecs qu'il peut y avoir autour, bien évidemment, avec bras de fer entre Biden et Poutine, et avec Macron qui joue l'arbitre. Ici, vous voyez que la plupart des titres ici sont bien entendu là-dessus. Et puis, comment dire, bon, alors là, on voit que la Russie reconnaît l'indépendance de certaines parties de l'Ukraine, hein. Ça a été déjà voté au Parlement, donc du coup, Poutine a mis son tampon là-dessus. Et puis, si jamais on va toujours sur le Market Watch, donc un autre média financier, on va dire, ici, on nous parle aussi de la Fed, la vitesse à laquelle la Fed va réaugmenter ses taux. Et puis, on nous parle bien évidemment aussi de potentielle invasion de l'Ukraine et qu'est-ce que ça voudrait dire pour les marchés et pour notamment le pétrole. Vous comprenez bien ici que cette hausse du pétrole, donc cette hausse du crude, quoi, du baril de Brent, du pétrole brut, bien évidemment, elle profite au secteur, hein. Ces sanctions économiques-là profitent à une certaine partie, elles sont très pénalisantes pour l'économie, puisque une grosse partie de l'économie est basée sur le pétrole, mais elles profitent au secteur pétrolier en soi, puisque toutes ces sanctions économiques, toutes ces choses qui se mettent en place, etc., font pression sur le prix du pétrole à la hausse, comme il y a pu y avoir éventuellement avec les sanctions sur les Iraniens, ce genre de choses, etc., qui bien sûr, comment dire, vont dans le sens d'une hausse du prix du baril. À partir de là, on a fait un petit peu le tour, je pense, en tout cas sur le fondamental, sur Bitcoin. On a fait un petit peu d'analyse technique. On va maintenant passer au sentiment. Sentiment, alors on va regarder vite fait le carnet d'ordre. Carnet d'ordre, vous voyez qu'il y a des ordres à la vente là qui viennent de se rajouter ici. Là, on est en 1 heure, hein, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et ici, en termes d'ordre à l'achat, certains ont été pris là sur cette descente-là. Et puis, on a des nouveaux ordres ici qui se rajoutent vers les 36, 37. Voilà, rien de bien incroyable en tout cas sur le carnet d'ordre. Il est plutôt vide à l'instant T. Ici, on va passer d'abord. Je vais d'abord faire les options. D'ailleurs, je vais changer le sens de ce truc-là, ce sera mieux. Voilà, les options. Donc, on fait les options pour vendredi 25. Assez gros niveau d'open interest, 40 000 bitcoins, c'est pas mal. C'est une fin de mois, c'est normal. Max Price à 40 000. Donc, le prix a des bonnes chances d'aller à 40 000 pour vendredi matin.
Ensuite, ici, qu'est-ce qui s'est passé là sur cette espèce de gros zigzag qu'on a fait depuis hier soir et aujourd'hui? Eh ben, tout simplement, c'est un mouvement qui est dû à l'order flow, donc aux liquidations. Enfin, on peut le voir assez facilement là-dessus. Là, vous voyez que le funding était négatif. Vous savez que le funding, c'est un taux d'intérêt variable, c'est-à-dire que quand vous avez une majorité de shorters en termes de volume, à ce moment-là, ce taux d'intérêt devient, on va dire, négatif, c'est-à-dire que les shorters payent pour les longueurs, le funding devient négatif, quand ce taux d'intérêt est dans le vert, c'est-à-dire c'est plutôt une majorité de longueur à l'instant T sur les dérivés. Donc là, on parle des dérivés. Hein. L'order flow, là, dont je vous parle, c'est les dérivés, c'est-à-dire que c'est les gens qui short ou long en levier. En levier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je veux, par exemple, faire un levier x3, j'ai un BTC qui est à moi, j'ai le droit d'en emprunter deux pour que mon taux à la hausse, mon levier, soit de 3. À ce moment-là, je crée un prix de liquidation à 33% en dessous du prix. C'est-à-dire que si le prix baisse de 33%, l'exchange va me confisquer mon BTC que j'avais mis en collatéral. Mon scénario ne s'est pas réalisé. Et tout ça marche pour les leviers x100 avec un prix de liquidation à 1%, les leviers x25 avec un prix de liquidation à 4%. Principalement, ici, on a Binance qui fait du x100, x50, etc. FTX qui fait que du x20 maximum. En gros, c'est les deux grosses plateformes en ce moment. Donc souvent, on a des mouvements qui font soit 1%, soit 2%, soit 5%, tout pile les 20% de FTX. Là, qu'est-ce qu'on a eu très exactement sur cette dernière baisse? Eh bien, vous voyez qu'on a eu, si on prend ici ce plus haut et qu'on descend à peu près par là, à peu près 6%. Donc c'est à peu près exactement ce qui permet de liquider, hein, puisque les gens ne rentrent pas sur le top, etc. Les grosses positions à ce moment-là se font liquider. Vous voyez qu'ici qu'on a un très fort funding négatif. Ici, on a un funding négatif très fort. Donc là, j'ai noté ce point-là, qui sera éventuellement un point à prendre ici plus tard au 39 000. Ici, le funding remonte et le nombre de contrats en circulation, shorter et longueur compris, remonte aussi. Donc là, on sait qu'il y a énormément de shorters qui sont... de longueur, pardon, puisque le funding remonte, il revient dans le vert. Énormément de longueurs qui sont rentrées sur ce mouvement-là, donc sur ce rebond-là, tout ce rebond qui s'est fait là. Donc bien entendu, tout ça crée des prix de liquidation à venir prendre en bas, ce que fait le prix, d'accord? Et ici, ce mouvement-là, d'ailleurs, on aura un nouveau point ici à prendre, ici, et qui sera en bleu, pour cet endroit-là, donc celui des 39 aussi. Ici, vous voyez que le funding fait un spike vers le bas, ça veut dire que beaucoup de contrats en short s'ouvrent. Ici, on liquide vers le bas, parce que sur donc cette montée, on avait eu aussi des shorters qui sont venus, des longueurs, pardon, qui sont venus ici sur toute cette montée, et donc on revient les prendre ici dans l'autre sens, évidemment. Vous voyez qu'ici, le funding est en train de remonter, là, à l'instant T. Ici, ça s'arrête. Donc, du coup, on avait pas mal de longueurs à venir prendre en dessous, ce qu'a fait le prix. Donc, en fait, le prix a liquidé pardon, dans trois sens différents. C'est ce qu'on peut voir ici, là aussi, sur iBlock, qui est, comment dire, les forts leviers, enfin voilà, les gros leviers qui ont... vous voyez que ici, sur chacune, en fait, de ces mouvements, sur chacun de ces mouvements, de ces petits mouvements qu'on a eu là, à chaque fois, il y a des très grosses positions qui sont ouvertes. Vous voyez les gros points ici rouges pour ce qui est des longueurs, et ici, au niveau, à l'inverse, tous les plus petits points ici, comment dire, roses et rouges. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a des très grosses positions qui s'ouvrent et qui sont instantanément liquidées. C'est-à-dire que là, le prix était en train de descendre. Ici, les mecs ouvrent des très gros shorts. Le prix remonte, vient juste prendre leur prix de liquidation. Et puis, ensuite, tout ce qui est ici en ouverture de longue à l'instant T revient se faire prendre dans l'autre sens. Ici, on aurait un gros point éventuellement à prendre au 37 quelque chose, donc on pourrait éventuellement là venir regarder et poser, là en fait c'est ce point là, voilà exactement, en gros 3700, ou éventuellement on pourrait à l'instant T là revenir chercher cette liquidité là. Donc c'est comme ça que se créent les ranges, c'est comme ça que se créent les triangles, en tout cas ceux qui sont drivés par les dérivés, bien entendu. Le marché n'est pas toujours manipulé pour aller chercher ces gens-là. Le problème, et ce qu'il faut comprendre là à l'instant T, c'est que ça s'appelle des contrats, les contrats dérivés. Donc quand vous jouez, par exemple BTC à la baisse, vous jouez contre quelqu'un. Quelqu'un prend ce contrat avec vous. C'est pour ça qu'il y a toujours deux parties à un contrat. Et les gens qui prennent ce contrat avec vous sont des market makers. Ils sont payés, on va dire, par les exchanges pour faire vraiment prendre des raccourcis, payés par les exchanges pour venir
jouer contre vous, on va dire. Donc c'est leur boulot. Et à partir de là, leur boulot, c'est d'essayer de venir liquider ces gros leviers. Donc du coup, en achetant ou en vendant des BTC au spot, en manipulant le prix la plupart du temps les week-ends ou les jours de holiday. D'ailleurs, aujourd'hui était un jour de holiday sur Wall Street, puisque Wall Street était en bank holiday, donc il n'y a pas eu de bourse américaine aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on n'ira pas voir les marchés aujourd'hui et faire le point sur les marchés. Puisqu'il n'y en a pas eu. Voilà. Donc, je pense, à partir de là, on refait juste un tout petit tour sur BTC de manière à dire où est-ce que pourrait aller le prix. Vous comprenez ici qu'on a fait une analyse à la fois fondamentale, à la fois technique et à la fois du sentiment. Au niveau technique, on a des très bons ratios ici pour rebondir. Des ratios de Fibonacci, 0,618, 1,618, une correction ABC qui a touché ces 1,618 aussi. Donc ça pourrait être ici un point. Le problème étant que je trouve qu'en une heure, on n'a pas encore vraiment de structure de retournement. Si jamais là, un petit W par exemple commençait à se créer, ça pourrait donner éventuellement un signal qu'on est en train de faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment possible. On a ceux les plus prudents, on va dire, attendront la structure. Ici, vous voyez qu'on est toujours sur cette ligne ici, un peu de tendance sur laquelle on est en train de faire du ski. Donc pour le moment, on est plutôt baissier en très court terme. Mais dès qu'on va s'écarter un petit peu de cette ligne et créer une structure un petit peu plus loin, et ben à ce moment-là, on aura le signal que c'est éventuellement reparti vers le haut. Est-ce que ça peut descendre plus bas? Bien entendu. Si on décide d'aller chercher les liquidations, par exemple, des longueurs, là, en ce moment, cette nuit, là, les marchés asiatiques ne vont pas tarder à ouvrir, mais bon, à ce moment-là, on pourrait bien entendu revenir plutôt sous les 37, quelque chose comme ça. Moi, personnellement, je suis plutôt aussi à l'instant T. Je dirais qu'on a là, ici, un joli point de retournement. Les ratios de Fibonacci derrière nous, éventuellement que là, ça pourrait repartir vers le haut. Vous savez que j'en ai parlé hier, mais pour moi, autour des 42-43, il y a une très grosse poche de liquidité à venir prendre. Le marché n'est pas venu la chercher. Les options nous disent qu'on sera à 40 000 pour vendredi. Vous avez aussi, toute cette narration aussi autour de l'Ukraine, etc., qui est déjà en train d'être pricée par le marché. Mais donc, du coup, en fait, finalement, le jour de l'invasion sera forcément le bottom. À ce moment-là, il faut bien se dire que les marchés ont déjà fait leur prix sur cette histoire-là, comme sur la hausse d'ailleurs de la Fed. Hein. Toute la hausse des taux de la Fed a été pricée pendant 3 mois ici. On comprend que BTC a déjà fait son sell-off par rapport à un combat contre l'inflation que va mener la Fed en augmentant ses taux. Donc pour moi, à l'instant T, pas vraiment de raison, d'aller plus bas. Ici, vous voyez qu'on s'amuse en zone de rechargement. Hein, c'est une zone de rechargement de longue pour les professionnels, pour revenir ici recharger, pour repartir en longue vers le haut. Donc c'est plutôt une zone institutionnelle où théoriquement on doit poser des longues. On avait un petit peu perdu ce niveau-là aussi, donc on était sur des très bons niveaux d'investissement. Il n'y a pas vraiment de raison, s'il y a du monde qui a racheté ici, d'aller forcément beaucoup plus bas. En tout cas, c'est mon avis. Hein, voilà, je peux me tromper, bien entendu, je peux tout à fait me tromper. Sur le contexte global, vous vous rappelez qu'ici, on est dans un gros bisou en élargissement descendant. On est sorti de cette figure, voilà, potentiellement avec, ici une pattern d'accumulation de Wyckoff ici en bas, pour aller chercher une autre pattern de distribution, un UTAD quelque part plus haut. Voilà, c'est tout pour BTC pour le moment. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus de choses à dire pour moi en ce qui me concerne à l'instant T. Ensuite, on va aller voir donc du coup Avalanche. Alors Avalanche, est-ce que je l'ai mis là? Oui. Avalanche, donc du coup, un petit tour rapide sur le Fonda. Avalanche, on va dire, c'est un Ethereum, un nouvel Ethereum killer, plutôt basé DeFi, beaucoup plus open source qu'Ethereum, enfin en tout cas avec beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de décentralisation. Il essaie de jouer vachement sur ce côté-là. Donc du coup, et une énorme rapidité aussi. Il y a déjà quand même pas mal d'assets. Enfin, il y a déjà pas mal on va regarder juste rapidement les investisseurs puisqu'on est sur Messari. Vous voyez qu'il y a pas mal de fonds dessus, Ledger Prime, Polychain, Three Arrows, qui est un très gros fonds à Singapour. Voilà, donc il y a pas mal de gros investisseurs là-dessus. Et donc du coup, simplement pour dire, il y a déjà pas mal d'argent sur la blockchain Avax, puisque vous voyez qu'en total value locked, donc combien d'argent il y a sur ce projet, Avalanche arrive en 4e, donc c'est un excellent classement pour Avax, juste derrière BNB et Luna. Donc voilà, très bonne,
asset qui a été lancé, je crois, en 2019, enfin, donc très récent, et qui a très vite connu une ascension assez fulgurante. Aujourd'hui dans le top 10, donc voilà, est-ce que Avax est sous-évalué à l'instant T? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de regarder. Comment fonctionne Avax? Eh ben, en fait, il est divisé en plusieurs blockchains lui-même. C'est comme ça qu'il arrive à être très rapide. C'est-à-dire que il y a la blockchain des contrats, la blockchain des plateformes et la blockchain des exchanges. Gros avantage aussi d'Avax, c'est qu'il est complètement instantanément, quasiment. Comment dire, pas compatible, mais il est en parachain avec Ethereum. Donc, du coup, il est complètement complémentaire aussi, un petit peu à l'image de, par exemple, ce que peut faire Matic ou ce genre de choses, à Ethereum. Le projet est quand même basé plutôt DeFi, mais tous les dApps peuvent être développés dessus, totalement open source, voilà, avec voilà, une belle communauté. Donc voilà, je ne connais pas suffisamment Avax pour faire vraiment une étude plus poussée que ça, mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air vraiment sexy. Ce que comment dire, propose Avax par rapport à Ethereum, c'est-à-dire de la scalabilité, de la décentralisation, parce qu'Ethereum est très centralisé, il y a un bonhomme à la tête de tout ça qui décide de tout, et ça, vous savez que pour créer une monnaie, c'est quand même relativement dangereux, et puis aussi par rapport à la sécurité, le trilemme de la blockchain, donc scalabilité, sécurité, décentralisation. J'en parle assez souvent sur le channel, voilà, c'est le trilemme à résoudre pour toutes les blockchains. Voilà, je vais passer sur le fondamental, sinon ça va faire une vidéo très très longue. Donc du coup, on continue sur l'action de prix. Comment on analyse un petit peu ce type d'asset? Bah, tout simplement, on trace la zone de rechargement, donc ici le Fibonacci depuis le plus bas, donc 2,77 $ ici. Et puis la zone de rechargement, vous voyez qu'on en est loin pour le moment. Donc Avax est venu y faire un petit tour, mais en termes de localisation, c'est pas vraiment excellent. Donc à l'instant T, localisation, c'est bof. Ensuite, on pourrait imaginer cette ligne de tendance ici. Est-ce qu'on est de l'autre côté de la ligne de tendance? La réponse est non. Donc, en termes de localisation par rapport à la ligne de tendance, c'est non aussi. Donc, en termes de localisation ici, c'est pas GGN pour rentrer à l'instant T sur Avax. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la structure. Structure, on n'a pas de structure non plus. Vous voyez qu'on n'est pas de l'autre côté de la trendline. On n'a pas vraiment de W qui se crée, si ce n'est. Et là, on va le prendre vraiment en assez long terme. Ce W-là, vous comprenez que ce W-là, là, il a cassé, là, ici, hein, d'accord? Donc, si on repart ici plus haut, à ce moment-là, on aura une vraie structure. Pour l'instant, on a un début de structure, c'est-à-dire ici, je refais un plus haut et je casse, donc j'ai un début de W. Si jamais ici, on est en dessous et que là, on recasse ici sera un excellent point d'achat. Même si vous perdez ici toute cette zone, les 96 ici pourraient être un excellent point d'achat pour dire que le marché change de tendance et repart dans une tendance haussière ici à l'instant T. Ici, on est en daily, donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée. C'est pour de l'investissement, c'est pour du long terme, c'est pas pour un trade à court terme. Après, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez qu'ici, on a énormément de volume, et puis que là, ça s'est beaucoup calmé. Donc, le moment où rentrer sur Avax était bien entendu en août 2021, c'est-à-dire juste après l'été, et pas forcément ici à l'instant T. Ici, on avait un Avax qui était à 10 $, vous auriez fait ici un x7, même avec la correction, et un x15 entre le point qui était là et celui-ci. On investit en général sur un asset quand il est horizontal et qu'il crée une structure de retournement. Où était la structure de retournement ici? Oups, pardon. Où était la structure de retournement ici? Vous comprenez bien qu'elle était au W. C'est les W dont je vous parle. C'est-à-dire qu'on aurait pu ici l'avoir au moment où on a dépassé ici, ce point-là. D'accord? Et puis bon, après, ça part en parabole. Bon, bah ça, on ne peut pas savoir que ça part tout de suite, etc. Mais en tout cas, ici, on avait un bon signal d'investissement. Au niveau des indicateurs, ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, je vais rapprocher un petit peu le prix pour voir ça. On a ici potentiellement une divergence baissière. Ouais, c'est ça. Le RSI monte. Ici, vous voyez, tac. Le RSI est en train de monter alors que le prix est en train de descendre. Donc là, ça veut dire que, Avax pourrait latéraliser à l'instant T. Donc ça, c'est pas très bon non plus. Ensuite, ici, au niveau du momentum, on a un momentum qui est tenu par les bulls, mais qui, vous voyez, commence à faire des M. C'est-à-dire que là, on avait un W dessus. Tac. Ici, on avait un joli W qui avait été confirmé.
Là, ici, joli rebond. Vous voyez que ça se fait, ça part bien. Et puis là, en fait, on commence à avoir un M et on commence à reperdre ici ce niveau-là de momentum. Est-ce que le momentum est baissier ou bearish à ce point-là? Ou bon, oui, il croise bearish là, mais pour moi, il n'est pas baissier. Sur le market cipher, vous savez que j'aime bien aussi prendre de temps en temps le market cipher pour comprendre plutôt où on est le cash flow de ce projet. Et bon, on avait une première vague là ici qui semblait se terminer. D'ailleurs, je pense que ça correspond au rebond. Voilà, ouais, c'est ça. Donc ici, vous voyez, là, ça aurait été un bon point d'entrée au moment où cette vague-là est à peu près aux 2 tiers. Et là, malheureusement, c'est l'off derrière. C'est-à-dire qu'il nous fait une double vague. Un petit peu comme il nous avait fait ici, là. Vous voyez, on avait une première vague et la deuxième vague. Alors, on ne sait pas si elle sera plus grande ou pas. Et ça correspond à quoi au niveau de prix? Bah, c'est à peu près cette latéralisation là qu'on avait eue là. Voilà, l'OBV est excellent. Vous voyez que ce projet, malgré les diminutions du prix, ce projet est accumulé. Le on-balance volume est croissant, malgré une diminution du prix ici. Donc pour moi, c'est pas le moment sur Avax, quand je regarde en tout cas tous ces niveaux de prix-là, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il fait une entrée sur le top 10. Par contre, il y a peut-être des assets sur dans l'écosystème AVAX sur lesquels il est intéressant de rentrer à l'instant T, puisque AVAX a quand même bien corrigé. Il a fait un moins 50% ici à ce stade, donc ça peut être intéressant de regarder ça. Après, donc on a fait le fondamental, on a fait plus ou moins l'étude technique. Il faudrait là, à l'instant T, aller voir la dilution. Et là, on voit que l'offre qui circule est de 340 et de 245 millions sur 395. Donc on est à peu près sur une dilution correcte, c'est-à-dire que ce projet n'est pas et va avoir de l'inflation, mais elle n'est pas scandaleuse. Et ici, si on prend la market cap de Avax et qu'on la met à la place de la market cap actuelle d'Ethereum, vous voyez qu'on est sur un 20 fois. Donc, moi personnellement, et on pourrait ici faire les niveaux de prise de profit, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci pour faire ça. Donc bah, là, tout simplement, vous prenez ce mouvement-là, par exemple, les niveaux de profit sur ce mouvement-là, et on va prendre les niveaux de profit sur celui-là aussi. Donc, c'est-à-dire, vous prenez le plus bas, le plus haut, et là, vous imaginez qu'on a trouvé un bottom ici, hein, c'est bien sûr une supposition. Bah, ici, à partir de là, les bons niveaux pour prendre profit auraient été les 100%. Ici, les 161,8, 261,8, 361,8 et 4,236. Vous voyez que ça nous fait un AVAX à 630 $. Est-ce que c'est possible comment dire? Ça voudrait dire que AVAX a la moitié de la market cap d'Ethereum actuelle, donc potentiellement qu'il est dans un top 3 ou top 4. Bon voilà, pourquoi pas. Il faudrait vraiment que du coup on soit dans un bull run continu, c'est-à-dire que Ethereum lui-même continue à augmenter, que le gâteau dans son ensemble augmente lui aussi. Ici on cherchera peut-être des confluences, ici par exemple pour prendre les niveaux. Pourquoi pas, il faudrait vraiment en tout cas que ça soit le cheval gagnant, on va dire. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu présomptueux, mais peut-être que ici aller chercher les 2,78, c'est-à-dire les 409 $, pour en tout cas rembourser la totalité de son investissement, bien entendu, ici en totalité. Peut-être que ici, le trade gagnant serait de dire rentrer par exemple à l'instant T et au 100% au moment où Avax aura fait 1 x 2, récupérer la moitié de son investissement, récupérer la totalité de son investissement en vendant la moitié de son bag, c'est-à-dire un shad au début, donc sell half at double. Vous vous remboursez, ensuite vous jouez avec de l'Avax gratuit, et là vous le laissez courir vers des niveaux peut-être plus importants. Ça peut être éventuellement une bonne, méthode. Là, bon, vous voyez qu'ici, le volume profile est plutôt joli, à part ce gros creux là qu'on a ici, entre les 5 et les 10 $, où il y a eu très peu de business qui a été fait. Vous voyez qu'on a passé cette zone, et ici on a refusé d'y retourner, donc on l'a passé assez facilement. Voilà, donc pour moi, Avax, à l'instant T, c'est non. D'abord parce que j'ai pas les conditions de structure, de localisation, etc., qui me disent que c'est le moment de rentrer sur Avax. En tout cas, j'ai pas suffisamment d'annonces, d'effets de structure, etc. J'ai pas suffisamment d'indicateurs qui me disent que c'est le bon moment. Néanmoins, moi personnellement, j'en ai
pas du AVAX, mais c'est un asset sur lequel je cherche à rentrer. Ici, j'aurais bien aimé qu'il enfonce un peu plus dans la zone de rechargement. Et là, j'aurais probablement voilà, mis un billet ici vers les. Parce que là, on avait une bonne localisation. Je pensais qu'il allait enfoncer plus. Il en est sorti. C'est pas grave, j'attends. Je suis patient. Comment dire, soit il part sans moi, soit j'attends qu'il revienne dans des conditions, plutôt vers les 40-45 et qui me donne tout simplement satisfaction. Donc là, c'est tout simple, vous mettez une alerte. Bon, là, vous voyez, elle ne s'affiche pas moi, mais vous voyez le petit trait qui est là, qui s'est mis autour des 45 $. Et puis le jour où ça sonne, vous réfléchissez, vous regardez à nouveau, vous refaites une analyse du même asset. Écoutez, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, vous le voyez, c'était une vidéo assez rapide sur, comment dire, le Avalanche et sur Bitcoin. Bitcoin, point très rapide, bah, sachez que, voilà, il y a pas mal de choses en ce moment. Il y a aussi quelque chose dont j'oublie de parler à chaque fois, mais il y a une rumeur comme quoi Biden est en train de préparer un executive order, c'est-à-dire un mandat de, comment ça s'appelle en français c'est pas un projet de loi, mais quand c'est déposé par directement le gouvernement, bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle, un amendement, ou je sais plus le nom que ça a en français, voilà, par rapport aux cryptos. Euh, la rumeur dit, enfin moi je pense que ce projet de crypto ce projet va être très favorable aux cryptos. Maintenant, il y a aussi d'autres rumeurs qui disent que ça sera pas forcément le cas. Bon, voilà, il va falloir voir ce que ça dit. En tout cas, c'est prévu pour cette semaine, normalement, ou en tout cas dans très peu de temps. Ça fait longtemps que ça veut légiférer aux États-Unis. Moi, personnellement, je pense que ça va plutôt être de la protection du consommateur, c'est-à-dire les interdictions des très gros leviers, ce genre de choses, et aussi du KYC, c'est-à-dire connaître à qui appartiennent tous les cold wallets, notamment les ledgers, etc., les MetaMask, toutes ces choses-là, de manière à ce que les gens puissent payer leurs taxes. Il y a une rumeur aussi qui dit que tous les, toutes les dépenses en crypto de moins de 300 $, donc avec votre carte par exemple, ne seraient pas taxées. Donc ça donnerait vraiment un peu d'air aussi. Vous savez que maintenant, les mouvements de plus de 10 000 $ doivent être déclarés à l'IRS, donc à votre système de taxes américain. Mais là, en l'occurrence, c'est assez chouette parce que les microtransactions, les petites transactions à 200 $, etc., ne seraient du coup, pour elles, pas taxées sur les plus-values. Donc c'est relativement intelligent. On sait que, écoutez, les États-Unis ont quand même aujourd'hui énormément plus un point de vue un petit peu plus ouvert que nous, comment dire, sur les cryptos. C'est pas vraiment le bon terme que j'utiliserais, mais en gros, les cryptos deviennent un enjeu politique aux États-Unis. Voilà, le maire de Miami, le maire de New York acceptent d'être payés pour partie de leur Bitcoin, comment dire, de leur salaire en Bitcoin. Et à l'heure actuelle, potentiellement, que dans ce projet de loi aussi, il serait possible de payer ses impôts, notamment en crypto-monnaie. Vous savez aussi que les États-Unis travaillent sur un projet de CBDC, monnaie de banque centrale, voilà, enfin de dollars numériques tout simplement. Donc ils travaillent sur un projet comme l'Europe à l'instant T et comme voilà, pas mal de monde commence à y penser. Moi personnellement, je vois ça d'un très bon œil parce que je pense que ça serait, comment dire, une entrée directe de votre compte en banque vers les cryptos et que ça amènerait beaucoup de gens qui n'ont pas encore franchi le pas de créer un compte Coinbase, ceci, cela, enfin tout ce qui est un peu compliqué, avec des DEX, avec des échanges décentralisés qui seraient peut-être plus simples, sur lesquels vous pourriez avoir absolument toutes les monnaies. Si jamais votre compte en banque, vous avez un moyen facile de le convertir en euros ou en dollars numériques, pour moi, ça ouvre la porte à énormément de choses. Malheureusement, on perd de la liberté, mais derrière, au plus de monde, au plus le gâteau augmente, au plus il y a de monde dans les cryptos en général, que ça soit comment dire, même avec une entrée directe, je veux dire des fiat directs, donc des monnaies normales directement sur les DEX et les échanges, ça peut être vraiment chouette d'avoir comment dire, la possibilité de faire rentrer un max de monde y compris les retail, etc. Donc, est-ce que c'est l'annonce de la vague des petits porteurs? Est-ce que c'est le début
de la vague des retails, c'est-à-dire que là, on était sur une vague très institutionnelle. La première vague, c'est les early adopters. Ensuite, vous avez les institutionnels. Et en dernier, vous avez les petits porteurs. Et ensuite, ça corrige fortement. C'est comme ça que toutes les bulles spéculatives, comment dire, se créent. Et c'est comme ça que même les vagues d'Elliott se créent, c'est-à-dire vague 1, 2, enfin vague 1, 1, 3 et 5 sont les vagues respectivement des retail, des institutionnels et des petits porteurs. Voilà, c'était simplement voilà, pour parler aussi un petit peu de Fonda et de choses que j'avais oubliées jusque-là. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Désolé pour le son qui a peut-être un petit peu de reverb, etc. Mais c'est parce que la pièce autour de moi est littéralement vide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire sympa, mettez un like ou un j'aime pas. Si vous n'avez pas aimé, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, du coup, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Vous voyez aujourd'hui, analyse rapide du AVAX. Voilà, on en fera de plus en plus, je pense, mais en essayant de condenser un peu plus l'analyse, parce que sinon, ça fait des vidéos très longues. Donc voilà, là, on est déjà aux 30 minutes. Donc je vous laisse là. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire mettez en commentaire euh, l'âge à laquelle vous avez. Non, mettez en commentaire un truc à la con, on va dire un truc à la con. Mettez un animal en B. Voilà, un animal en B en commentaire. Désolé, pas trop d'idées aujourd'hui sur les commentaires à la con, mais elle sera probablement mieux demain. Donc, un animal en B dans les commentaires, ce qui voudra dire que vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et ça donne des commentaires qui n'ont rien à voir et ça, moi, j'aime bien. Donc voilà, retour sur BTC pour moi, et puis quelques petites analyses aussi à faire, deux, trois petits trades à passer. Donc je vous laisse là à l'instant T, vous voyez qu'on corrige un petit peu plus. Et bien écoutez, c'est pas mal, donc on va probablement aller chercher ici les 37 100 pour ensuite reliquider éventuellement dans l'autre sens. En ce moment, les marchés sont fermés, donc ça marche beaucoup sur les liquidations. Vous savez qu'on a eu un week-end de 3 jours, du coup, en comptant ce Bank Holidays américain. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et portez-vous bien. On se retrouve demain.